Qu'est-ce qui permet en réalité à une voiture électrique d'aller si vite? Qu'est-ce qui fait de la Tesla Model S la voiture la plus rapide jamais produite en série? Eh bien, pour être honnête, il s'agit de beaucoup de choses différentes qui s'assemblent. Mais l'essence du Plaid Motor est un trio de moteurs électriques tout à fait unique. Dans une mesure comparable, le pack de batteries. Mais sur cette chaîne, nous avons déjà beaucoup parlé des batteries. Et nous n'avons jamais vraiment consacré beaucoup de temps aux moteurs électriques. En particulier, les conceptions de moteurs électriques incroyablement créatives utilisées par Tesla. C'est dommage, car ils sont vraiment très cool. En outre, il y a une tonne d'ingénierie avancée à l'œuvre ici, que nous n'essaierons même pas de décrire, car nous ne sommes pas du tout assez intelligents pour le faire. Il n'est pas si difficile d'acquérir une connaissance rudimentaire de ce qui se passe à l'intérieur d'un moteur Tesla, même pour un motif sophistiqué comme la Plaid. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles de Tesla. C'est parti! Alors, tout le monde sait que le nom Tesla a été inspiré par Nikola Tesla, un militant des droits de l'homme. Nikola était un ingénieur et un inventeur qui a vécu à la fin des années 1800 et au début des années 1900. Le magnétisme et l'électricité ont joué un rôle majeur dans son travail. Il a également créé la radio, la télécommande et la bobine Tesla qui portent son nom. Mais la société automobile Tesla a pris son nom en raison de son invention du moteur à induction, qui utilise l'induction électromagnétique pour alimenter un moteur à courant alternatif. Toutefois, cela semble encore une fois complexe, et ça l'est. Mais nous pouvons rendre les choses plus faciles, et c'est par les aimants que tout commence. Donc, voici une courte expérience que tout le monde peut comprendre. Si vous avez une boussole, vous savez que l'aiguille pointera toujours vers le nord. Le champ magnétique terrestre sera toujours aligné avec l'aiguille aimantée. L'aiguille magnétisée sera toujours alignée avec le champ magnétique de la Terre. Le pôle nord d'un aimant cherchera toujours le pôle nord de la Terre par attraction. Mais si vous placez un aimant près de votre boussole, l'aiguille tournera pour s'aligner avec l'aimant parce que c'est maintenant la force d'attraction la plus forte. Et si nous prenons cet aimant et le déplaçons de l'autre côté de la boussole, l'aiguille tournera de ce côté et suivra le champ magnétique. Par conséquent, l'aiguille de la boussole continuera à tourner lorsque l'aimant sera déplacé autour de l'appareil. Ainsi, en utilisant un aimant, nous avons simplement créé une rotation. D'un autre côté, nous savons qu'un aimant peut également fournir une puissante poussée, qui est l'opposé polaire de l'attraction. Chacun d'entre nous a déjà tenté de presser deux aimants l'un contre l'autre, mais sans succès en raison d'une force immense. Pour faire tourner le rotor, un moteur électrique canalise simplement la force de poussée et de traction. Mais sans utiliser des électroaimants, il est impossible d'obtenir une rotation continue. Et c'est là que les choses commencent à devenir folles. De ce fait, bien que le cuivre soit très conducteur, il n'est pas magnétique jusqu'à ce qu'un courant électrique soit envoyé à travers une substance de cuivre, après quoi il se transforme en électroaimant. Par conséquent, cet aimant n'est pas permanent. Si vous supprimez l'électricité, le magnétisme suivra. Et grâce à cela, nous avons donc un contrôle étonnant sur le champ magnétique. Comme il possède un pôle nord et un pôle sud qui sont physiquement constants, un aimant comme celui de votre réfrigérateur est appelé aimant permanent. Ils sont alors immuables. On ne peut faire tourner le champ magnétique qu'en faisant physiquement tourner l'aimant. Un électroaimant, en revanche, aura un champ magnétique qui se déplace dans la même direction que les électrons lorsqu'ils passent par un conducteur. Par conséquent, si l'on inverse le sens du courant, les pôles de l'aimant s'inversent. Selon le type de courant appliqué, les électroaimants peuvent se déplacer dans les deux sens. Pour inverser les pôles, il n'est plus du coup nécessaire de faire tourner physiquement l'aimant. À présent, nous pouvons regarder à l'intérieur de notre moteur à induction, qui comporte deux parties essentielles, le stator et le rotor. Le centre interne du moteur, qui est le rotor, tourne, tandis que le stator sert de centre externe. Dans ce cas, notre rotor est constitué d'une rangée d'aimants permanents empilés le long d'un noyau de fer. Supposons, pour l'instant, qu'il y a 4 rangées, que les aimants sont répartis de manière égale autour de l'anneau dans les directions suivantes, haut, bas, gauche et droite, ainsi qu'un pôle alternatif dans chacun des 4 quarts de l'anneau. Ils vont du nord au sud quand on tourne autour de l'anneau, et vice-versa. En réalité, le stator est un tube d'électroaimant qui s'étend sur toute la longueur et qui est entouré de plusieurs bobines de fils de cuivre tout autour de l'anneau. Les électroaimants sont constitués de bobines de fils séparés.
Ainsi, en modifiant la quantité d'électricité qui circule dans chaque bobine, il est possible d'allumer et d'éteindre chacune d'elles et d'en changer la polarité. Par la suite, en plaçant le rotor à l'intérieur du stator, nous avons maintenant un électroaimant avec un aimant permanent à l'intérieur. Maintenant, chaque fois que deux aimants sont placés l'un près de l'autre, une poussée et une traction se produisent aussi naturellement. Les pôles similaires s'écartent et les pôles opposés se rapprochent l'un de l'autre. Cependant, la rotation s'arrêtera une fois ce premier alignement terminé. Pour que les pôles nord et sud des aimants du stator continuent à tourner autour de l'anneau extérieur, il suffit de les déplacer régulièrement d'avant en arrière. Et une fois de plus, nous le faisons en réglant la direction dans laquelle les électrons se déplacent dans la bobine de fil. Ainsi, lorsque le pôle sud du stator tourne sur un cercle, il attire avec lui le pôle nord du rotor et inversement. Lorsque le pôle sud du stator tourne sur le même anneau, il pousse le pôle sud du rotor. En raison de ce mouvement constant de poussée et de traction, le rotor tourne. Et il tourne de plus en plus vite à mesure que le champ magnétique se déplace autour du stator. Lorsque nous regardons le logo Tesla, nous voyons ceci. Il s'agit du schéma d'un moteur électrique. La forme pointue du T représente une tranche du rotor, tandis que la ligne supérieure incurvée représente l'anneau du stator. J'espère que cette explication était claire et au moins partiellement véridique. Cette explication n'est peut-être pas assez bonne pour un manuel scolaire, mais elle devrait suffire à faire passer le message. Après avoir tout bien défini, nous pouvons discuter de ce qui rend le moteur électrique de Tesla nommé Plaid Motor si unique. Il ne suffit pas d'utiliser 3 moteurs au lieu de 2 pour que cette automobile soit si rapide. Tout le monde le ferait si c'était aussi simple. Cela impliquerait également que la Rivian R1, qui dispose de 4 moteurs, est la voiture la plus rapide du monde. Or, elle ne l'est pas. Nous savons que le revêtement en carbone du rotor est le signe distinctif du signe du Plaid Motor. D'ailleurs, sur le site web du produit, Tesla le définit de cette manière. Et en 2021, Elon a beaucoup parlé de cette technologie de revêtement en carbone lors de la cérémonie de lancement du Plaid Motor au siège de Tesla. Selon la version d'Elon, il s'agit du premier rotor qui utilise un composite de carbone à la place du recouvrement extérieur typique en acier. Par conséquent, ce que nous voyons, c'est un enroulement très serré de fils et fibres de carbone autour de l'extérieur du rotor. Si un moulinet de pêche vous est plus familier, imaginez le rotor comme une bobine de fil. De la résine époxyde est ensuite versée dans le fil en fibre de carbone pour le solidifier. À en croire Elon, la Tesla effectue cette opération d'enroulement sous une tension intense. Ils ont dû créer une toute nouvelle machine afin d'enrouler les fils de manière suffisamment sûre. Et ils le font parce que la fibre de carbone ne se rétracte pas à basse température, mais le matériau utilisé pour fabriquer le rotor, oui. Par conséquent, pour éviter que le rotor ne se désagrège en devenant plus petit, le carbone doit vraiment comprimer le rotor. Mais pourquoi s'embêter à faire ça alors ? Eh bien, le rotor peut se dilater et se comprimer précisément de cette manière, non seulement à des températures élevées, mais aussi lorsqu'il est soumis à des forces importantes, comme par exemple lorsque le rotor tourne à 20 000 tours par minute. Dans ce cas, le rotor se dilaterait vraiment vers l'extérieur à cause de la force centrifuge qui agit sur lui. Elon a laissé entendre que si l'enveloppe ne le maintenait pas ensemble, il pourrait potentiellement s'envoler. Nous savons, en jouant avec des aimants, que la force d'attraction et de répulsion entre deux aimants s'intensifie à mesure qu'ils se rapprochent l'un de l'autre, et le rotor est entraîné par cette force. En conséquence, lorsque le rotor et le stator sont aussi proches que possible, la force est maximale. Mais si nous savons que le rotor va grossir à la puissance maximale, nous devrons étendre l'espace entre les deux pour prendre en compte cette croissance. Nous pouvons cependant réduire considérablement cet espace si la couverture en fibre de carbone empêche le rotor de s'agrandir. Et nous faisons allusion ici au micron. Bien que cette mesure soit vraiment minime, elle a un impact sur la capacité de votre moteur à fournir les meilleures performances possibles. Ainsi, le Plaid Motor est capable de maintenir une puissance maximale sur toute sa plage de fonctionnement. Tous les moteurs des Model S antérieurs commencent par être extrêmement puissants, mais perdent en fait la puissance à mesure que la vitesse du véhicule augmente, selon leur courbe de puissance. Ce n'est pas ce que fait le Plaid. Pour voir à quoi ressemble vraiment l'intérieur d'un Plaid Motor, nous pouvons nous adresser à Sandy Monroe et à son bureau d'études. Effectivement, ces hommes exercent l'une des professions les plus intéressantes que l'on puisse imaginer. Ils démontent tout simplement des automobiles jusqu'à leurs pièces les plus simples et examinent leur fonctionnement. Sandy a réalisé cette technique de démontage de la Model S Plaid. Il a ainsi fait un certain nombre de découvertes absolument intrigantes. Nous allons commencer par le régulateur. L'explication de base
base n'a pas couvert cette partie, mais elle fonctionne un peu comme le cerveau du moteur. Le régulateur régule l'électricité qui va à chacun de ces aimants et, de ce fait, il contrôle précisément la vitesse et le fonctionnement du moteur. Ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons voir que la carte de l'ondulateur à l'intérieur de chacun des Plaid Motors dans les Model S porte l'inscription Model 3. De plus, Sandy démontre que chaque moteur Tesla, qu'il soit dans un Model 3, Model Y ou Model S Plaid, a exactement le même régulateur. Le boîtier est le même sur chaque moteur et la carte de circuit imprimée est presque identique avec un seul changement significatif sur le Plaid que nous allons aborder dans une seconde. Ainsi, lorsque nous parlons de Tesla qui donne la priorité à l'efficacité de ses lignes de production, voici ce que nous voulons dire. Le même composant de base va dans chaque voiture. Ils ne perdent même pas de temps à changer l'impression sur le tableau. Elles disent toutes Model 3. C'est l'ondulateur que Tesla a inventé pour le Model 3 et ils l'ont tellement aimé qu'ils l'ont implémenté dans chaque moteur de la gamme. La légère modification de la carte de l'ondulateur sur la Plaid Motors est en réalité un fusible explosif. En fait, le fusible est une minuscule bombe qui déclenche deux poussoirs. Ces derniers briseront physiquement deux des connecteurs qui assurent la liaison entre l'alimentation de l'onduleur et le moteur. Je ne suis pas sûr de ce qui pourrait provoquer ce feu, mais si quelque chose de catastrophique survenait sur un Model S Plaid, ce fusible explosif briserait physiquement la connexion électrique du moteur et ferait en sorte que les moteurs soient complètement morts en un instant. D'ailleurs, Sandy a également constaté que les trois moteurs d'un véhicule version Plaid sont exactement les mêmes. Là encore, il s'agit du choix le plus efficace pour la production. Il parle un peu de l'avantage d'avoir deux moteurs à l'arrière. Oui, il y a plus de puissance, mais il y a aussi plus de simplicité. En utilisant un moteur par roue, il n'y a pas besoin d'un différenciateur. Lorsqu'un moteur alimente deux roues, la puissance doit passer par un séparateur avant de pouvoir atteindre les essieux moteurs, car la voiture ne peut pas prendre un virage si les deux roues tournent à la même vitesse. La roue intérieure doit tourner plus vite. Le mécanisme du transfert permet de le faire à l'aide d'un jeu d'engrenage. Mais chaque fois que vous placez quelque chose entre le moteur et la roue, vous introduisez une possibilité de perdre de l'énergie, soit par friction, soit par le jeu d'engrenage. En gros, la seule chose qui se trouve entre les moteurs à carreaux et les roues arrière est donc une simple boîte de vitesse, et c'est une nécessité. Tesla n'a pas de transmission, il n'y a qu'un seul rapport de vitesse. Toutefois, le moteur ne peut pas être directement relié à la roue, il faut d'abord un réducteur. Il est par ailleurs tout aussi intéressant de constater que le stator du moteur carreau est exactement le même que celui du moteur du Model 3 et du Model Y. Là encore, l'efficacité de la production est maximale. Le rotor, cependant, est considérablement modifié. Non seulement il y a l'enveloppe en fibre de carbone, mais il y a aussi un assemblage totalement différent en dessous. Tesla utilise donc ces feuilles stratifiées en forme de voiture pour constituer le noyau de fer du rotor. Toutes ces fines bandes sont collées ensemble pour former une seule pièce solide. Monroe a découvert qu'il y a 529 de ces lamelles qui composent le noyau, et ce noyau crée 6 rangées d'aimants autour du rotor. Les aimants sont ensuite recouverts d'une autre pièce stratifiée. Il s'agit simplement d'une multitude de fines bandes compressées ensemble pour former un solide. Et si vous regardez les capuchons au sommet des aimants, ils ressemblent presque exactement au logo T de Tesla. Ces capuchons ne sont pas toutefois reliés au noyau du rotor. Ils sont simplement maintenus par les aimants eux-mêmes. D'ailleurs, Sandy et son équipe n'ont jamais vu ce type de conception à l'intérieur d'un moteur électrique. Par conséquent, ils semblent un peu déconcertés par cela. Cependant, ils affirment que Tesla prétend avoir augmenté la puissance et le couple moteur de 25% grâce à cette construction en étoile laminée et au capuchon flottant. Et pour couronner le tout, les aimants permanents utilisés à l'intérieur du rotor Plaid sont nettement plus puissants que le moteur moyen d'une voiture électrique, et même nettement plus puissants que le moteur standard de Tesla. Monroe a donc effectué un petit test pratique et non officiel, en mesurant simplement la force nécessaire pour arracher un boulon de l'aimant. Ils ont effectué ce test en utilisant des aimants de rotor provenant d'une BMW i3, d'un moteur arrière Mustang Mach-E, d'un moteur arrière Model Y et du Plaid. J'espère donc que vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. C'est la première fois que nous approfondissons vraiment ce sujet et il est assez compliqué. Mais je pense que le fait de connaître ces choses rend encore plus agréable le fait d'être un passionné de voitures électriques. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.